Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être la suite de ma vidéo précédente, à savoir les meilleurs livres que j'ai lus pendant mon absence sur YouTube. Dans la première partie, je vous présentais les romans, les fictions qui m'avaient le plus plu. Aujourd'hui, je vais vous présenter les essais et quelques graphiques qui m'ont vraiment marqué pendant cette période-là. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de livres que je n'avais pas en ma possession parce que je les ai beaucoup empruntés, notamment à la bibliothèque, mais c'est pas grave, je vous mettrai des inserts, des couvertures sur le côté. Et je vous propose qu'on commence tout de suite car j'ai quand même 6 essais, pardon. 6 essais à vous présenter et 3 graphiques. Donc je me suis dit que voilà, ça allait faire une bonne vidéo qui clôturera un petit peu ce retour en vidéo sur ce que j'ai pu lire et qui m'a beaucoup plu. Je vais commencer par un gros pavé qu'on peut lire de manière fragmentée, qui peut être très intimidant mais qui intéressera sûrement certains et certaines d'entre vous. Ça s'appelle Enfance de classe, de l'inégalité parmi les enfants. C'est un travail de recherche sous la direction de Bernard Lahire. Ce livre, c'est un travail collectif de 17 chercheurs et chercheuses qui sont dans la France entière, auprès de 35 enfants âgés de 5 et 6 ans, qui viennent de classes différentes. Et voilà, donc 17 chercheurs et chercheuses. Bernard Lahire, lui, il est sociologue et directeur de recherche au CNRS, au Centre Max Weber, à l'École normale supérieure de Lyon. J'ai découvert ce livre dans le cadre d'une formation pour mon travail. Il y avait un cours notamment sur l'école, en tout cas en Belgique, et en quoi l'école est particulièrement inégalitaire ici. Qu'est-ce qui fait que dans ce système ici, les inégalités sont plus grandes, et comment la famille est faite aujourd'hui au XXIe siècle. Bref, c'est un cours super intéressant dans lequel était mentionné ce livre et qui est vraiment passionnant. Je ne l'ai pas encore tout lu, je ne l'ai pas encore terminé et vraiment je pioche un peu à droite à gauche. Donc tout d'abord, le livre est divisé en 3 parties. Dans la première partie, on va avoir l'avant-propos, la méthodologie en fait qui a été mise en place, quel a été le protocole, donc vraiment toute la méthodologie de la recherche. Ensuite, dans la deuxième partie qui est la plus grande, on va avoir le cas de 17 enfants, non, de 30, enfin, en gros, il y a 35 enfants et je pense qu'ils ne sont pas tous montrés dans la recherche ici, mais en gros, on va suivre des enfants de familles les plus précaires, les plus en difficulté, aux familles les plus aisées. Donc ça commence par exemple avec, j'ai plus les prénoms des enfants parce que je les ai lus il y a longtemps, mais ça commence par exemple avec Elibertad. Il me semble qu'il vient d'une famille roumaine, je crois, je suis plus très sûre, mais donc dans des conditions de vie vraiment difficiles et pour lesquelles la famille rencontre plein de difficultés administratives, parfois d'intégration, même de langage en fait tout simplement. Et ça va aux familles les plus aisées où on va suivre par exemple Valentine ou Maxence qui sont vraiment dans des hautes classes parisiennes par exemple. Et c'est vraiment hyper intéressant. Déjà, ça sensibilise énormément et je pense que c'est ce qui est mentionné en fait en début dans l'avant-propos, c'est que l'objectif n'est pas simplement de dire voilà, il y a de la pauvreté, il faut faire des choses pour les classes les plus pauvres, etc. C'est vraiment de humaniser et de témoigner de ce qu'il se passe en fait très concrètement, de voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place et d'alerter d'une certaine manière pour trouver des solutions. Je trouvais que c'était très bien fait et que ça fonctionne, enfin comment dire, que c'est très interpellant et très intéressant. Et à la fin, il y a toute une partie, comment s'appelle cette partie? Donc on a les études de cas, et ensuite on a une partie qui s'appelle les inégalités dans tous leurs états. Je regarde beaucoup le livre parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. On va être ensuite dans une analyse plus thématique, donc par exemple sur l'habitat, habiter quelque part, le rapport à l'école, la disponibilité parentale, le fait, voilà, apprendre l'argent, la maternelle n'est pas qu'un jeu d'enfant, je vous lis directement les noms des chapitres. Obéir et critiquer, quelle place on laisse aux enfants dans la critique et l'obéissance, le langage, le fait de lire, moi c'était la partie qui m'intéressait pour mon sujet, mais voilà, lire et parler, surtout parler. Les loisirs, les différents loisirs, le sport, le corps des inégalités, donc là vraiment en termes, il me semble, du corps humain, je crois,
Et voilà. Et donc, ce qui est hyper intéressant avec des tableaux ensuite comparatifs à la fin, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les chercheurs et chercheuses vont suivre donc différents enfants. Ils vont les suivre également à l'école. Ils vont voir comment les parents essayent de mettre en place leur éducation, comment ça va se passer à l'école avec les maîtres et les maîtresses concrètement. Et donc, vont les suivre voilà, à plusieurs entretiens. C'était hyper intéressant. Et donc, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de tout lire. On peut lire les... Comment dire? C'est un gros livre, hein, c'est plus de 1000 pages, oui, 1100 pages. Mais par exemple, pour vous donner une idée, donc la première petite fille Libertad, donc voilà, à peu près 50 pages par enfant, ce qui permet donc de lire de manière fragmentée, comme je le disais, et voilà, de le lire sur le long terme, de lire soit les entretiens avec les enfants, soit concrètement aller dans les thématiques. Bref, c'est pas un récit, ça se lit pas forcément de A à Z, mais en tout cas, je trouvais que c'était un essai essentiel à vous présenter. J'ai été super intéressée et ça sensibilise beaucoup. Donc voilà, je vais vous lire la 4e de couverture. On pourrait dire que ça enfonce des portes ouvertes et que oui, en effet, on n'est pas tous libres et égaux, mais disons que ça concrétise et ça humanise beaucoup et ça enlève, je pense, une grande partie des clichés qu'on peut avoir ou en tout cas des a priori, ou alors si on les a, en tout cas, ça les explique. Bref, je trouve que c'est très intéressant. Je vous lis la 4e de couverture. Naissons-nous égaux? Ce livre relève le défi de regarder à hauteur d'enfant les inégalités sociales afin de rendre visibles les contrastes saisissants dans leurs conditions concrètes d'existence. Mené par un collectif de 17 chercheurs dans la France entière auprès de 35 enfants âgés de 5 à 6 ans, issus de différentes fractions des classes populaires, moyennes et supérieures, cette enquête a pour ambition de faire sentir, en même temps que de faire comprendre, cette réalité incontournable. Les enfants vivent au même moment dans la même réalité, mais pas dans le même monde. Confrontant ce qui est évident pour certains et impensable pour d'autres, en matière de logement, d'école, de langage, d'éducation, de santé ou même d'aspiration, l'ouvrage met sous les yeux du lecteur l'écart entre les vies augmentées et les vies diminuées. Il éclaire des mécanismes profonds de la reproduction et des inégalités dans la société française contemporaine et apporte ainsi des connaissances utiles à la mise en œuvre de véritables politiques démocratiques. Voilà, je trouvais que c'était très intéressant. Le second livre dont je voulais vous parler. Je vais passer vite sur certains, je pense notamment celui d'après, parce que je les ai lus il y a longtemps, ils m'ont vraiment marqué, mais j'ai plus les livres sous les yeux, et donc j'ai moins de notes tout simplement, c'est plus difficile de me rappeler de tout. J'ai lu Les hommes hétérosexuels le sont-ils vraiment, et je pense que c'est... je mettrai le nom, enfin la couverture ici, j'ai oublié le nom de l'autrice, j'allais dire Léane Alestra. Les hommes hétérosexuels le sont-ils vraiment? Ça c'était super intéressant. Il déconstruit d'une certaine manière le mythe de la virilité et la manière dont se comportent les hommes, ou même la manière dont les hommes sont représentés dans les médias ou dans la fiction. C'était très intéressant. Le postulat de départ, c'est que de manière assez générale, les femmes vont essayer de plaire aux hommes, là où, enfin, elles vont chercher la validation auprès des hommes, tandis que les hommes vont plutôt chercher la validation auprès des autres hommes. Et donc se pose cette question en fait, pourquoi? Peut-être qu'il y a un renversement en ce moment de cette validation-là. J'ai l'impression que beaucoup de femmes en fait seraient très heureuses enfin, pas d'avoir la validation, mais en tout cas de rechercher validation auprès de femmes et que ça les valoriserait peut-être plus. Je vous conseille vraiment, si tout ce qui est féminisme vous intéresse, ou même question de genre, puisque là il est question de performer le genre masculin. Ça m'a aussi beaucoup questionné parfois sur ce que je pouvais voir dans les relations entre hommes autour de moi. Et je trouve que ça éclaire en fait le quotidien. Et c'est vraiment ce que je recherche en lisant des essais, à avoir un quotidien plus éclairé, ou en tout cas plus compréhensible, plus approfondi, et de pas simplement exister dans ce monde autour de moi, mais essayer de voir qu'est-ce qui se joue. Donc voilà, ça je vous conseille vraiment ce livre. Le troisième dont je voulais vous parler, il s'agit de Bouffées de chaleur, et c'est un livre autour de la ménopause. Et alors ça c'était hyper intéressant. Je me suis rendu compte en le lisant que j'étais quand même entourée de pas mal de femmes qui étaient soit en train d'être ménopausées, soit ménopausées, soit en périménopause, bref. Et je me suis rendu compte que j'ai jamais eu trop l'occasion d'en parler avec les femmes, notamment de ma famille. Et maintenant que j'habite en Belgique, c'est moins facile, je trouve, d'aborder ces sujets-là, ou en tout cas, j'ai moins l'occasion de discuter avec les femmes de ma famille.
Par contre, je rencontre ça dans mon travail, puisqu'à mon travail, on est beaucoup de femmes. Je pense qu'on est ouais, 15 femmes pour quelques hommes. Et donc, je vois en fait certains comportements, ou en tout cas certaines réactions face à la ménopause, mais de femmes qui la subissent d'une certaine manière, par des bouffées de chaleur, par enfin, voilà, des mauvaises nuits, enfin, plein de transformations, et je me rends compte que j'en savais extrêmement peu à ce sujet-là, et que c'était pas normal que j'en sache aussi peu, et que c'est pas pour ça que je suis pas concernée a priori pour le moment, voilà, je trouve ça important. Et en fait, le livre permet d'enlever le tabou sur ça. Je trouve que ça a fonctionné parce que au moment où je le lisais, j'en ai parlé autour de moi, et je voyais qu'il y avait vraiment plein de choses trop intéressantes avec les femmes avec qui j'ai pu en discuter. Et que en effet, ce tabou n'est pas forcément nécessaire et n'est pas du tout est assez emprisonnant finalement. On va par exemple être très au courant, je trouve, de tout ce qui est douleur, en tout cas maintenant un peu plus lié aux règles ou alors lié à l'accouchement, mais finalement la ménopause assez peu. Et voilà, c'est un livre que je vous conseille, ne serait-ce que si vous avez des femmes autour de vous ou si vous-même vous êtes dans cette période-là, je trouvais que c'était intéressant. Et alors c'est un essai qui joue sur double tableau. Alors, c'est parfois ce qui m'embête un petit peu dans les essais féministes, c'est que, comment dire, j'ai l'impression que ce sont souvent des prises de parole où je regrette un petit peu le manque de sources. C'est pas du tout le cas partout. Bon, vraiment, je ne veux pas faire de généralité, mais disons que dans les essais à tendance féministe, on est parfois entre l'essai de recherche et la prise de parole. Ce que j'aime, moi, en tout cas, quand il y a des essais, c'est vraiment toute la partie sourcée. Je trouve que c'est important. Et donc là, c'est le cas dans le livre sur la ménopause. Et en même temps, il y a une forte prise de parole de témoignages personnels de l'autrice. D'habitude, ça me dérange. Là, non. Parce que comme elle partage son vécu, et en fait, c'est son vécu qui l'a amené à faire ses recherches, je trouvais que c'était très intéressant et que ça apportait quelque chose et que ça apportait vraiment quelque chose, en tout cas, au propos. Et donc, ça m'a beaucoup plu. Le quatrième livre dont j'aimerais vous parler s'appelle Contre les élections de David Van Rebroek, qui est flamand, il me semble, et qui avait écrit un livre sur le Congo qui avait eu un grand succès et qui a beaucoup plu, il me semble. Contre les élections, c'est un essai dans lequel l'auteur s'alarme sur le fait que la démocratie, comme elle est actuellement, c'est-à-dire par un système de vote, est finalement en péril. Et considère qu'on pourrait faire mieux et va proposer des solutions pour faire mieux. Et c'est un postulat de départ qui me plaît bien parce que je suis toujours effarée de voir la manière dont les élections sont faites et je suis effarée de voir qu'un président de la République ou une présidente de la République peut être élu finalement qu'avec 30% des voix. Je m'explique. On sait qu'au second tour, c'est la majorité qui l'emporte, mais au premier tour, finalement, quand on prend les dernières élections, eh bien, le candidat qui remporte les élections au premier tour n'avait, je sais pas, à peine 25-30%. Et donc, je me dis, mais de base, ça ne peut pas aller quand la personne qui va gouverner ne convainc que un quart de la population, allez, au mieux un tiers de la population. Ça veut dire qu'il y a les 2 tiers qui n'étaient pas d'accord avec son projet politique. Et donc, je suis toujours effarée de ce système-là. Enfin, je trouve ça dingue qu'on en soit encore là, parce qu'il y a sûrement des systèmes de vote beaucoup plus efficaces, ou en tout cas beaucoup plus représentatifs. Il va regretter plusieurs choses dans ce système-là. Tout d'abord, il va se rendre compte que le système de mandat dans lequel on est ne permet que de faire des décisions à court terme, puisqu'on est toujours dans un système d'élection, et donc s'il va falloir plaire aux électeurs, on va prendre des décisions à court terme pour son propre mandat, et on ne va pas forcément penser aux 20 années qui suivent. Ensuite, il y a le fait que les candidats sont d'une certaine manière un peu toujours en campagne, puisqu'un mandat de 5 ans c'est assez court, et finalement les 2 dernières années peut-être vont être dans l'objectif de faire campagne pour pouvoir être élu. Il y a aussi une forte logique partisane, les partis qui étaient très présents en tout cas il y a plusieurs dizaines d'années, mais qui aujourd'hui s'essoufflent. Et ce qui est très frustrant avec un parti, c'est qu'on peut être d'accord avec les 2 tiers des idées et vraiment pas d'accord avec d'autres idées du parti. Parce qu'on peut être d'accord sur des idées, je sais pas moi, écologiques, mais pas du tout sur des idées autour de l'adhésion ou pas à l'Europe, par exemple. Et ça me paraît vraiment dommageable finalement de ne pas pouvoir voter par idée, d'une certaine manière. Et ensuite, il explique comme quoi c'est un système qui a tendance à favoriser les classes les plus élevées, puisque finalement, celles et ceux qui accèdent au poste de candidat et de candidate sont issus de classes beaucoup plus élevées.
Et donc ce qu'il propose, c'est une sorte de convention citoyenne et de démocratie représentative par tirage au sort. Je trouve ça hyper intéressant et l'idée c'est de pas élire un président comme ça au pif et au hasard par élection, mais en fait d'élire plusieurs citoyens et citoyennes pour s'inscrire dans des sujets et donc avoir des personnes qui vont travailler sur, je sais pas moi, la réforme des retraites, ou qui vont travailler sur la question de l'euthanasie, ou qui vont travailler sur la question des politiques migratoires. Enfin bref, en tout cas de vraiment faire des assemblées citoyennes avec de la ressource. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Il donne plein d'exemples. Il donne aussi des exemples où ça n'a pas marché. Il explique pourquoi. Et je trouvais que c'était intéressant. Je trouvais notamment, alors je ne suis pas super bien informée sur la Convention citoyenne pour le climat, mais il me semble que ça avait eu des effets assez spectaculaires au niveau des personnes qui en faisaient partie. Mais comme les propositions n'étaient pas contraignantes, au final, le résultat était un peu décevant parce que voilà, ça n'a pas abouti comme il aurait fallu que ça aboutisse. Je n'en sais vraiment pas plus que ce que je vous dis là, et donc voilà, je voudrais pas dire des bêtises plus grosse que ce que je suis en train de raconter, donc je vais pas en parler plus, mais c'était un essai très intéressant puisqu'il m'a vraiment proposé d'autres manières de voir le fait de gouverner et comment dire, et d'inclure beaucoup plus les citoyens et les citoyennes dans le processus. Et selon lui, ça résolverait beaucoup plus ces questions d'ego, de parti, d'image et de culte un peu comme ça, de figure de l'image. Enfin bref, il développe vraiment toutes ces idées et je vous conseille son livre si vous voulez en savoir plus à ce sujet. L'avant-dernier essai que j'aimerais vous présenter, c'est Le mythe de l'entrepreneur de Anthony Galluzzo. Je crois que c'est ça son nom. Anthony Galluzzo, j'en avais déjà parlé parce que je suis très fan de son livre La fabrique du consommateur, qui est une sorte de retour historique sur la création du consommateur et de la figure du consommateur et du système en lui-même de consommation. Et ici, il m'a parlé donc du mythe de l'entrepreneur. Il a fait une vidéo avec Arte pour l'émission Les idées larges. C'est une émission que j'aime beaucoup. Et donc, je vous invite à aller voir. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Comme ça, vous aurez peut-être une idée du discours qu'il porte. Il revient en fait sur tout ce storytelling qu'il y a autour des entrepreneurs, notamment des entrepreneurs de la Silicon Valley et des États-Unis. Il débunk pas mal de mythes qui ont été fondés sur soi-disant, oui, le travailler dans son garage à partir de rien, etc. etc. De ce que j'ai vu dans les commentaires d'autres personnes, enfin pas mal trouvent que ça enfonce des portes ouvertes. Moi, je trouve que c'était vraiment super intéressant, c'était révoltant, ça sensibilise encore une fois. Ça montre pas mal de réalité derrière la fabrication, notamment de certains produits et notamment des téléphones. Ça parle de l'hégémonie des GAFAM, par exemple. Et vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Voilà, encore un livre où je me dis que j'aurais mieux fait de l'acheter parce que je l'ai pris à la bibliothèque et vraiment, c'était absolument passionnant. C'est une collection que j'aime beaucoup, les éditions Zone. Et vraiment, ça, c'était très, très chouette. Les deux derniers essais que je voulais vous présenter, j'en ai qu'un avec moi. C'est Éloge du bug et s'engager en amitié. Je ne vais pas parler beaucoup plus que ce que je vais... Voilà, beaucoup plus parce que j'ai fait vraiment une vidéo dédiée à ces deux ouvrages à partir de mon carnet de culture. Donc je vous mets la vidéo en barre d'infos. Je vous présente vraiment très en détail, je pense, le contenu du livre et ce que j'en ai pensé. Ce sont été d'excellentes lectures. Donc je vous les recommande vivement. S'engager en amitié de Camille Toffoli va revenir sur pourquoi... plutôt le constat que les amitiés sont des relations sous-estimées aujourd'hui par rapport à la famille ou par rapport au couple. Et donc elle va essayer de développer plusieurs aspects où, selon elle, l'amitié aurait tout à gagner à avoir plus de place dans la société. Et dans Éloge du bug de Marcello Rosati Vitali, il me semble, oh là là, je déforme son nom, on rejoint, je pense, le mythe de l'entrepreneur, mais avec l'idée que, voilà, toujours un discours anticapitaliste autour des GAFAM. Et bref, je vous renvoie à ma vidéo qui explique beaucoup mieux le livre. C'était absolument passionnant, j'ai vraiment beaucoup aimé l'éloge du bug. Ça questionne nos propres pratiques en termes d'informatique et de numérique. Et pour ça, je vous recommande vivement. C'est vraiment en ça que j'adore les essais, c'est que ça me questionne sur moi, ce que je fais au quotidien, sur mes propres valeurs, sur mon propre mode de fonctionnement. Et je trouve que c'est vraiment, je sais pas, très chouette et important. Je vous propose maintenant qu'on passe au graphique. J'en ai 3 à vous présenter.
On va commencer par lequel? On va commencer par celui-ci, parce qu'il est trop beau. Il s'agit de Éther, de Étienne Chaise. C'est aux éditions 2024, maintenant édition 2042. C'est notamment une illustration que j'ai juste ici, dans le cadre là. Ce qui m'a fait vraiment craquer pour Éther, c'est que je suis absolument fan de l'illustration. Je vais essayer de vous la retrouver. Qui est en fait un de mes tableaux préférés. Voilà, j'ai retrouvé la page, donc je vous montre. Donc la page que vous voyez juste à droite, il y a un peu de lumière ici, est une référence à un de mes tableaux préférés qui s'appelle Magdalena Bay. Alors, c'est l'histoire d'un peuple qui fuit sa ville, celle-ci, parce qu'elle est attaquée par des ennemis, et donc les défenseurs, on va dire, s'en vont, récupèrent la flamme qu'il reste, et vont aller s'installer ailleurs, dans la ville légendaire à l'est, donc Agartha, une ville où ils n'auraient plus à fuir. Non mais regardez la dinguerie que c'est, vraiment, c'est absolument magnifique. C'est un album clairement plutôt pour adultes, dans lequel il n'y a pas beaucoup de texte. Le texte est juste en bas ici. L'histoire est très intéressante, moi elle m'a beaucoup plu, mais simplement les pages sont tellement... enfin, les illustrations sont tellement sublimissimes. Il y avait aussi celle-ci qui m'avait vraiment donné envie de le découvrir. Vraiment, tout le travail d'Étienne Chaise est tellement incroyable, tellement beau, que vraiment je ne peux que vous recommander ce livre. Ça a été un coup de cœur immense. Je le trouve très très beau. Il y a des choses très surprenantes, voire un peu glaçantes, que je ne m'attendais pas à trouver dans les illustrations. Et bref, c'était une vraie claque, c'était époustouflant. Je vous le recommande vivement. L'autre livre qui m'a beaucoup plu, c'est Les Vermeils de Camille Jourdi, chez Actes Sud BD. Lui, en fait, les deux livres-là, je les ai achetés parce que je me suis rendu compte que j'adorais les graphiques, mais que j'osais jamais les acheter parce que je trouve ça un peu cher, mais que finalement, bah, en fait, moi, j'adore ça. Et donc, j'en lis finalement peu, alors que j'adore ça. Et donc, cette année, je me suis lancée dans une sorte de défi où je me disais, une fois par mois, tu t'offres une BD ou un livre graphique. Ça a très bien marché au début, mais ensuite, bah, j'ai pas eu le temps de tout lire. Et donc là, il y a 2 livres que j'ai achetés en graphique que j'ai pas encore lus. Et donc, je veux pas en acheter plus si je suis pas le rythme. Je me dis, c'est juste de l'argent dépensé et des livres qui vont s'accumuler pour rien. Donc celui-ci, je l'avais pris en décembre à Montreuil. Celui-ci, c'était le livre donc de janvier. Et il me faisait de l'œil depuis des mois et des mois et des mois à la librairie. Et vraiment, j'ai pas été déçue. J'ai trouvé ça absolument génial. J'ai adoré Les Vermeils de Camille Jourdi. C'est l'histoire d'une petite fille qui va en camping avec ses parents. Voilà. En camping avec ses parents. Et elle en a marre. Elle se prend la tête avec eux et elle fugue avec son sac à dos rouge. Elle va croiser des vermeils, qui sont des petits lutins, mais alors ils détestent ce terme parce que pour eux c'est très insultant. Voilà, des petits bonhommes à cheval. Elle va traverser la voie ferrée et le pont de la voie ferrée, et elle va se retrouver dans un monde très très particulier avec plein de petits bonhommes. C'est un mélange, je trouve, entre le voyage de Chihiro, en tout cas ça commence pareil que le voyage de Chihiro, avec cette voie ferrée, je trouve. Enfin, ce pont et ce passage initiatique par la voiture, et on mélange avec Alice au Pays des Merveilles. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment du Alice Pays des Merveilles. C'est tout à l'aquarelle, c'est absolument sublime. Je suis archi fan. En plus, c'est long, hein, ça met vraiment du temps à être lu. C'est vraiment très agréable à découvrir. Et c'est drôle. Moi, il y a plein de moments où j'ai vraiment rigolé parce que je trouvais ça vraiment très marrant. Donc, je vous conseille. Il y a plein de petits détails à regarder dans les illustrations. C'est un gros coup de cœur, je suis trop contente. Et en le voyant, je me dis qu'il faut vraiment que je continue ce challenge parce que j'adore ça. Je vous en reparlerai peut-être à l'occasion des livres que j'ai achetés précédemment, ou simplement que je me mette un week-end à les lire pour pouvoir continuer, parce que là on est en mai et je pense que je n'ai pas fait l'achat du mois de mai. Est-ce que j'ai fait l'achat du mois d'avril? Je suis pas sûre, ça c'était janvier, février, mars, j'ai un petit doute. Et enfin, le dernier livre dont j'aimerais vous parler est une duologie. Ça s'appelle La Bête, de Franck P. et de Zidrou, il me semble. Ça, c'était trop bien. Je ne l'ai pas avec moi, c'était un emprunt bibliothèque également. La Bête, c'est une réécriture du Marsupilami. Donc,
c'est vraiment drôle, mais une réécriture de Marsupilami pour adultes. Moi, quand j'étais petite, je regardais énormément le dessin animé de Marsupilami. Je l'adorais, je trouvais ça très très chouette. Et là, en gros, le livre se passe en 1950 à Bruxelles et le Marsupilami va s'enfuir d'un centre scientifique d'expérimentation sur lui et il va rencontrer un petit garçon. On est aussi dans un contexte d'après-guerre et donc il y a tout un décor historique et comment dire, une thématique historique abordée dans l'œuvre. Et alors, ce qui était génial, c'est que moi qui habite Bruxelles maintenant depuis 4 ans, je pense, bientôt 4 ans, c'était trop cool de voir Bruxelles dépeint dans les années 50 et il y a plein d'endroits que je pouvais reconnaître, donc c'était très amusant et c'était très chouette. Moi, j'ai été très sensible à retrouver des lieux, à découvrir un peu ce que pouvait être la ville avant. Et il y avait notamment du bruxellaire, qui est le parler bruxellois en fait, et parfois du wallon. Donc c'était très rigolo, il y a vraiment plein de recherches historiques dans cette BD. Je trouve que les images sont également très belles et les illustrations sont magnifiques. J'aurais presque tendance à vouloir m'offrir la duologie pour moi parce que je trouvais que c'est... Pardon, j'ai fait bouger l'appareil photo. Je trouve que c'est une très très belle réécriture. Et puis on a souvent des réécritures de contes, mais alors là, une réécriture du Marsupilami, je trouvais ça hyper intéressant. Voilà pour cette vidéo, je suis très contente de vous l'avoir faite et de vous avoir parlé de tout ça. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir les œuvres dont je vous ai parlé, les prises de réflexion, de paroles dont j'ai pu vous parler. N'hésitez pas à me conseiller également des essais, des titres qui auraient pu vous plaire ou des graphiques. Je ne vous ai pas tout présenté, hein. Il y a plein d'autres livres que j'ai adorés en termes d'essais ces 2 dernières années. Je pense à On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort. Il y avait Une chambre à soi de Virginia Woolf. Il y a également Jouir de la lecture de Clémentine Beauvais. Bref, plein de prises de parole et d'essais qui étaient très intéressants. Mais voilà, aujourd'hui, je vous ai parlé de ceux qui m'ont vraiment marqué et pour lesquels j'avais envie de faire une vidéo. Et écoutez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour échanger avec moi. Je serais ravie de discuter avec vous. Je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye!